Bonsoir. L'émission Décryptage ce soir reçoit pour vous les acteurs sociaux dans un secteur névralgique, celui de transport en commun. Pour en parler, je reçois pour vous ce soir Cyril Ndjundu, deuxième vice-président de l'intersyndicale des transporteurs en commun du Congo. Bonsoir, monsieur le vice-président, le deuxième vice-président. Deuxième vice-président. Bonsoir, madame. Ok. Monsieur Cyril Ndjundu, qu'en est-il aujourd'hui des revendications, du cahier des charges contenant les revendications que vous avez soumises au gouvernement? Aujourd'hui, madame la journaliste, vous pouvez constater que ça fait 3 ans. Donc, nous sommes partis de 2023, 2024, nous sommes en 2025. Ça fait 3 ans que nous avions déposé un cahier de charges auprès du gouvernement. Le cahier de charges a été exploité, pour ne pas dire qu'il n'a pas été pris en compte, mais il a été exploité. Et de cette exploitation, nous n'avons jamais pu atteindre la satisfaction totale. Ça veut dire que nous sommes partis de promesse en promesse. Jusqu'à aujourd'hui, 3 ans, nous ne sommes que dans les promesses de la part du gouvernement, mais techniquement, rien n'est fait. Pouvez-vous en tout cas décliner quelques-unes de ces revendications? Aujourd'hui, nous avons mis sur la table du gouvernement, vous savez que nous sommes partis de 94, où dans les années déjà 93, nous avons connu une augmentation du prix de carburant. Oui. Et nous avons eu une augmentation de 50 francs. De cette augmentation, les prix de bus sont passés de 100 francs à 150. Le prix de taxi de 500 à 700. Nous sommes aujourd'hui en 2025. Le nombre d'augmentations que nous avons connu jusqu'à ce jour, nous sommes partis de 325 francs. Aujourd'hui, nous sommes à pratiquement 800 francs le litre de carburant. De toutes ces augmentations, il n'y a eu aucune amélioration sur le prix. Aucune mesure d'accompagnement. Aucune mesure d'accompagnement. Parmi les mesures d'accompagnement, oui, on a supprimé la taxe de roulage. On a réduit la patente de milieu. On a supprimé les autorisations de transport terrestre. Mais quel est l'impact de ce qui a été supprimé sur ce que nous sommes en train de subir comme charge? Il n'y a pas de lien parce qu'aujourd'hui, il faut savoir que dans nos revendications, nous avons dans le secteur de transport 2 mouvements. C'est-à-dire qu'il y a le secteur patronal, les propriétaires de véhicules qui payent les taxes. Nous avons de l'autre côté les travailleurs, les employés du secteur de transport qui travaillent pour trouver ce qu'il faut, les ressources qu'il faut. Et donc, lorsque le gouvernement prend les mesures, on réduit donc la patente, on supprime l'autorisation de transport, mais ce n'étaient pas les seuls éléments. On supprime aujourd'hui la taxe de roulage. C'est pas tout ce que les transporteurs ont demandé. De comment d'accord avec vous, les acteurs du secteur et puis le gouvernement? Jusqu'au jour d'aujourd'hui, oui, le cahier de charges est resté ouvert parce que les négociations devraient se poursuivre. L'État a quand même trouvé un compromis avec vous, les acteurs du secteur, notamment concernant certaines taxes qui ont été supprimées. Aujourd'hui, nous avons besoin d'un compromis définitif pour qu'on dise aux gens, voilà ce que nous avons effectivement gagné, voilà ce que nous avons perdu. Mais nous sommes dans l'incapacité, 3 ans après, de dire quelque chose aux transporteurs parce que jusqu'aujourd'hui, avec l'État, nous sommes restés dans l'éternelle négociation. Il n'y a rien qui avance, madame la journaliste. Le gouvernement aujourd'hui est le régulateur. La course de taxi ou du bus est à combien officiellement? Aujourd'hui, les textes sont clairs. Oui. Le bus est à 150 francs. Le taxi est à 700 francs. Mais ce n'est pas le cas. Et aujourd'hui, vous avez profité, il faut le dire ainsi, les employés de ce secteur-là, de la pénurie récurrente du carburant pour augmenter les prix. La pénurie n'est pas la cause de l'augmentation, madame. Mais quelle est la base? Je vous dis déjà que la pénurie n'est pas la cause de l'augmentation des prix de transport. Nous allons sur des faits qui sont clairs. Comment c'est quoi? Brazzaville, dans les grandes agglomérations, Brazzaville et lorsque la course a été décidée à 700, oui, le bus à 150, Brazzaville s'arrêtait à Mikalou. Et Pointe-Noire, les Ngoyo, c'était des villages, les un peu plus loin là, ça n'existait pas. On savait qu'on s'arrêtait à Mongokamba. Déjà, Mongokamba, c'était juste les cimetières en 94. Donc, il n'y avait pas la prolifération des quartiers qui se sont créés jusqu'au péage. Les distances n'étaient pas les mêmes. Il était question de revoir. Les villes se sont étendues. Il fallait, ensemble avec la mairie et les transporteurs, revoir pour réorganiser le système de fonctionnement et les tarifs de transport. Mais ce qui n'a jamais suivi. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les villes se sont plus élargies,
Mais l'État contraint les gens à faire des longues distances au même prix pendant qu'ils sont conscients que lorsque ces prix ont été fixés, le carburant ne coûtait pas la même chose. Et aujourd'hui, avec l'élargissement et l'étendue des villes, on devrait regarder, s'asseoir pour refixer les itinéraires et revoir le prix de transport pour chaque trajet, ce qui n'a pas suivi. De 700 francs aujourd'hui, le double, voire le triple sur certains itinéraires dans les grandes agglomérations du pays. Nous n'encourageons... Ça, c'est encaissé, c'est favorisé par vous. Vous êtes à la base. Ici, il y a pour les Qu'est-ce que vous faites en amont d'un travail au niveau des employés du secteur des transports en commun? Nous avons ici, pour le cas qui est le nôtre, je vous prends le cas le plus élémentaire. Donc, je vais descendre un peu plus bas, prenons les bus. Les bus, oui. Les bus ont des itinéraires qui sont connus, qui sont fixés. Les bus, aujourd'hui, il y a des arrêts de bus qui sont devenus des fonds de commerce pour certaines organisations syndicales. Ou, quand vous arrivez... Y compris vous aussi, votre organisation syndicale. Madame la journaliste, vous savez, le mot est haïssable. Oui. Lorsqu'on condamne quelque chose, on ne peut pas faire le contraire de ce que l'on condamne. Avant d'être membre de l'intersyndical, je suis président d'une organisation syndicale. Je suis président du syndicat des transporteurs et activités connexes du Congo, en sigle Citraco. Oui. Vous prendrez la caméra, vous vous baladerez dans tout Brazzaville. Là où vous verrez les gens avec ces effigies, vous ne nous verrez pas en train de faire ces pratiques. Mais nos amis... Mais pourquoi vous n'êtes pas dans les aires de stationnement, dans le fonctionnement pour réguler un peu ce secteur-là? Les aires de stationnement, il faut le reconnaître. Les aires de stationnement, transport en commun. Les aires de stationnement appartiennent à la mairie. Les aires de stationnement n'appartiennent pas au syndicat parce que c'est le domaine public. Mais le fonctionnement incombe à vos acteurs, les employés. Le fonctionnement de ces aires de stationnement, Madame la journaliste, c'est pas nous. C'est le laisser-aller de la mairie de Brazzaville. C'est le laisser-aller de la mairie de Pointe-Noire. À Pointe-Noire, comme à Brazzaville, il y a des chargeurs dans les arrêts de bus. Quand le bus arrive, le chargeur dit, le bus ici, on charge à 500 francs. Prenons le cas de Pointe-Noire. Nous sommes jusqu'à 500 francs. Le chargeur dit 500 francs. Les gens viennent rentrer, tu n'as pas 500, tu ne prends pas le bus. Mais quelqu'un est sorti de chez lui avec 150 francs pour prendre le bus. Mais on arrive à l'arrêt, on dit 500. Et ce qui est curieux, madame la journaliste, c'est que le même syndicat qui sort de la rue pour dire respecter le prix de transport, c'est le même syndicat qui implante les gens dans ces arrêts de bus pour collecter les 500 francs. Et en ce moment-là, il y a vice de forme. Collecter les 500 francs, quel est le système de collecte des 500 francs là? Ça s'appuie sur quoi? Ça se base sur quoi? Lorsqu'un crieur les 500 francs. Charge le bus à 150 francs. En fin de journée, s'il a chargé 20 bus, s'il a chargé 10 bus, déjà 150 francs fois 10 bus, il a déjà 1500 francs. Si toute la journée, il y a eu 20, il y a eu 30, il y a eu 40, vous voyez le butin que ça rapporte. Le soir, le syndicat qui l'a mis là vient le voir pour faire le point de la journée. Et donc, la recette, il y a une part qui revient exactement, au syndicat. Exactement, c'est ce deal qui existe. Et la mairie ne trouve pas, n'a rien à vous. Dans l'argent collecté. Dans l'argent collecté, malheureusement, dans l'argent collecté, c'est là où j'accuse la mairie de Brazzaville et celle de Pointe-Noire. Dans l'argent collecté, la mairie se contente de ce que le syndicat vient lui dire. Moi, j'ai collecté, par exemple, 30 000 aujourd'hui. La mairie, je te donne 5 000. La mairie, pour eux, se contenter de ces 5 000, ça leur suffit. Parce qu'ils ont besoin d'argent. Mais je dis que les faiblesses de madame... La mairie a délégué quelqu'un pour s'occuper La mairie n'a jamais délégué. La collecte, voilà. La mairie n'a jamais délégué. C'est le syndicat qui collecte. Et c'est le syndicat qui vient déclarer à la mairie ce que lui doit donner à la mairie. Donc, il y a la mairie est encaissée aussi par les agents de la mairie. La mairie est complice de ce désordre qui se passe dans toutes les villes. Pointe-Noire, Brazzaville, l'augmentation de transport. Lorsque vous il faut savoir même que l'augmentation de transport, parce que à l'époque, par exemple, Brazzaville s'arrêtait à Mikalou, et puis Pointe-Noire, pareil, bon, c'était vers les cimetières de Mongo Kamba. Mais vous avez, prenons par exemple, je vous prends un cas. L'exemple, vous avez un cas, par exemple, l'itinéraire, marché total, Congo Pharmacie, 200 francs, c'est bientôt plus d'une année. Ça aussi. Qui augmente à 200? Ça se justifie parce que Brazzaville s'est étendue aujourd'hui à les quartiers périphériques qui font partie de Brazzaville. Ça, c'est un cas particulier. Un cas particulier. Le cas de l'étendue, c'est un cas particulier.
Aujourd'hui, nous avons le cas d'espèces telles que vous citez, Marché Total, Congo Pharmacie, 200. Ça ne se justifie pas. Mais aujourd'hui, ce qui se fait, c'est quoi? C'est parce que le syndicat qui exerce dans ces aires de stationnement, en complicité avec certains agents de la mairie, ont installé là un business. Quand ils font 200, ça veut dire que le gain de leur côté s'augmente. Ça veut dire que là où ils allaient juste faire à 150, mais quand ils vont à 200, ils viennent aussi pour dire aux petits, vous avez travaillé à 200, quel est notre pourcentage? C'est un problème de gain. Et ça, nous sollicitons. C'est un réseau vraiment bien organisé. Qui est incrusté, qui est assis. Quelles sont les démarches que vous avez initiées pour mettre fin à ces pratiques qui empiètent sur la mobilité de la population congolaise? Nous avons aujourd'hui dénoncé, parce que le syndicat, il faut d'abord reconnaître que nous ne sommes pas une force de répression. Oui. La seule arme que nous avons, c'est dénoncer. Et c'est ce que nous sommes en train de faire sur votre micro. Avez-vous initié les démarches auprès des autorités municipales? Nous avons rencontré pour le cas de Brazzaville, oui, le directeur des transports de la mairie pour lui demander la suppression de ces arrêts de bus. Il nous a rassurés et garantis. Mais, chose curieuse, jusqu'à aujourd'hui, rien n'est fait. Ces choses continuent à exister. Si aujourd'hui nous disons qu'il est complice, on va peut-être nous dire d'accuser gratuitement. Mais pourquoi aucune décision n'est prise pendant que ces actes-là sont toujours dénoncés chaque jour? Ça devient un parcours de combattant pour la population congolaise. Exactement. Notamment celles vivant dans les grandes agglomérations telles que Brazzaville et Pointe-Noire. Nous sommes aujourd'hui dans une situation où nous sommes en train de nous battre. Nous n'avons pas baissé les bras, mais nous sommes en train de nous battre pour que cette situation soit réglée. Que aujourd'hui, la gestion des aires de stationnement revienne à la mairie de Brazzaville. Que la gestion des aires de stationnement ne devienne pas un fonds de commerce pour les syndicats, mais que les syndicats restent dans la défense des droits de leurs militants, mais les syndicats ne deviennent pas gestionnaires des aires de stationnement telles que c'est fait actuellement. Nous constatons que les aires de stationnement, toutes les aires de stationnement, excepté qu'il y a des... Vous avez par exemple, qui partant de Mazala, l'arrêt de Mazala, jusqu'à... Donc partout, SG, donc partout il y a les organisations syndicales qui sont là pour réguler. Aujourd'hui, Madame la journaliste, il y a un fait. Il y a un fait, oui. Ce fait ne part pas d'aujourd'hui. Je vais, par exemple, permettez-moi d'ouvrir une parenthèse, oui, mais c'est vrai que je vais sortir un peu, mais je reviens dans l'émission. Vous savez que les organisations syndicales vivent des cotisations. Les organisations syndicales ne vivent pas des subventions de l'État. Il s'est passé un problème dans notre pays. Vous êtes journaliste, il y a des syndicats qui défendent votre corporation. Oui, tout à fait. Vous allez remarquer que dans les syndicats qui défendent votre corporation, lorsque vous allez en assemblée générale pour élire le bureau qui doit diriger votre organisation de journalistes, ce sont les journalistes actifs. Ceux qui exercent, c'est eux qui vont en assemblée générale. Mais nous sommes surpris que parfois, quand vous allez en assemblée générale, vous accouchez d'une souris. Pourquoi? Parce que c'est les retraités qui sont ramenés là. Et le fait de ramener les retraités, qui aujourd'hui n'ont pas les mêmes intérêts que vous qui êtes actifs, ça a tué le syndicalisme au Congo. Ça a emmené la corruption dans le syndicat. Ça a détourné le syndicat. Ce n'est le cas pour les organisations évoluant dans le secteur de transport en commun. Madame, je suis président d'une organisation syndicale, je suis moi-même actif. J'ai mon permis de conduire, il est avec moi, je peux vous le dire. J'exerce à temps partiel. Ça veut dire que le soir, il y a des gens qui sont surpris de me voir au volant parce que je travaille de nuit. Mais la journée, je me bats pour les causes syndicales. Vous avez les cas, par exemple, ici, un cas flagrant pour lequel j'interpelle le ministre Aïssa. Toutes les confédérations syndicales au Congo des travailleurs sont gérées par des retraités, ce qui n'est jamais possible. Dans aucun pays, ça ne peut se faire. Tout le monde est retraité. Mais ces retraités ont été élus. Y a-t-il une loi qui fait abstraction à ceux qui ont fait valoir lors de la retraite d'être dans les organisations syndicales? Le code du travail est clair et simple. Ce sont les syndicats de base qui vont d'abord entre eux, travailleurs actifs, élire leurs instances. De ces instances-là, tous les autres syndicats se retrouvent pour élire le bureau confédéral.
Mais au Congo, il n'y a aucune confédération aujourd'hui où un président est un travailleur actif. Tout le monde est retraité. C'est ce qui justifie la cacophonie dans ce secteur. Le désordre part d'abord de là. De là. Et j'interpelle le ministre Aïssa pour qu'on respecte les textes. Comment un syndicat de travailleurs qui sont actifs, à la tête, il y a un retraité? Combien de syndicats font partie de votre organisation, votre plateforme syndicale? Aujourd'hui, nous avons refusé d'intégrer ces mouvements-là parce que nous savons que c'est des mouvements corrompus. Où des gens, il n'est plus actif, mais il gère les gens qui sont actifs. Ça veut dire qu'il est là dans la facilité d'être manipulé par les chefs d'entreprise. On vous accuse que vous n'êtes pas l'intersyndicat des transporteurs en commun du Congo, n'est pas représentatif au niveau national. Madame la journaliste, je pense qu'aujourd'hui, en parlant de termes de représentativité, nous n'avons même plus besoin de ne rien dire. On a fait le tour du Congo, vous avez vu, nous sommes passés par le nord, nous avons même sollicité les services de votre chaîne pour essayer de nous accompagner dans ce que nous avons fait. Mais nous n'avons pas besoin. Qu'est-ce que nous allons démontrer? Puisque lorsque nous avons donné le mot d'ordre, il est exécuté sur toute l'étendue du territoire national. Les gens qui le disent, ceux qui le font, je vais aussi par là ouvrir une parenthèse, madame la journaliste. Oui. Allez-y. On me reprochera cela, que de ne pas avoir un peu la bouche dans la poche, mais au fait, je n'arrive pas à mettre ma langue dans la poche. Elle est toujours pendue. Le désordre qui se crée dans notre secteur est organisé par la Direction générale des transports terrestres. Comment ça? Nous sommes... Elle est habilitée à organiser le secteur de transport. Madame la journaliste, la Direction générale des transports terrestres aujourd'hui est devenue une organisation, sinon qu'une représentation de l'État qui aujourd'hui corrompt les mœurs. Ah bon? Sinon que avez-vous des preuves? La division, oui. la direction syndicale émane de la mauvaise volonté de cette direction, qui pense qu'elle doit être soutenue par certains syndicats et les autres, on met de côté parce que nous dénonçons les dérives. Vous dénoncez les dérives. Nous dénonçons les dérives de la Direction générale des transports terrestres. Quelles sont ces dérives Madame la journaliste, aujourd'hui, je peux vous dire, vous avez un bus, allez payer la carte grise. On vous dit que c'est 90 000, vous payez les 90 000. On vous donne à peine un reçu où vous avez 50 000 francs que vous ne connaissez pas la destination. Quand vous venez revendiquer... L'État à sa part, il y a aussi beaucoup de sociétés qui sont impliquées dans l'impression de la carte grise. Je vous parle ici de la clé de répartition. La clé de répartition, oui. On sait que là, on paye 12 000. Mais il y a la clé de répartition. Il faut donc faire recours à la clé de répartition. Vous allez constater que en matière de transport, tout ce que nous payons, mais il y a une loi dans notre pays qui dit que toutes les taxes, tout ce que nous devrions payer, doivent être institués, soit par une loi, soit par un décret, soit par un arrêté, pour le cas des collectivités locales, par une délibération qui sort de la volonté de... Une délibération départementale. Exactement. Mais nous sommes dans un cas où, dans notre secteur, nous sommes en train de faire face à certaines taxes où, dans la clé de répartition, l'État est perdant quasiment à 100%. Comment c'est l'État alors que c'est l'État qui construit les routes, c'est l'État qui régule, c'est l'État qui a créé des conditions pour le fonctionnement efficient de ce secteur. Aujourd'hui, c'est les particuliers qui sont les plus gros gagnants. Les particuliers. Ces particuliers-là, nous avons toujours dénoncé le fait de savoir que, madame la journaliste, le livret, c'est l'État qui nous le donne, il est gratuit. Le NIU, c'est l'État qui donne. Le NIU est gratuit. Le permis de conduire est imprimé sur le même support. Le même support que le NIU, que la carte d'identité. L'État aujourd'hui ne va pas nous dire qu'il manque les moyens à l'État pour emmener les machines et imprimer les permis de conduire. Mais un réseau s'est installé. Un réseau s'est installé. Des cartes grises. Un réseau s'est installé au sein de la Direction générale des transports terrestres qui fait de sorte que tout ce qui rapporte un 10 francs, même les cartes grises, l'État est incapable d'imprimer. Les permis aussi. L'État est incapable. Mais pourquoi l'État nous produit les livrets alors que les permis, on pouvait aussi faire la même chose? Déjà que les permis de conduire, nous les payons à 56 000 francs. À qui est confiée la charge? À qui incombe la charge
voilà, responsabilité, j'allais dire, d'imprimer les permis et les cartes grises. Aujourd'hui, ces sociétés, j'appelle ça des sociétés fictives. Pourquoi parce que c'est les mêmes. Mais peut-être les sociétés là ont obéi à une procédure d'obtention de... Savez-vous, madame la journaliste, qu'aujourd'hui nous appelons nos permis que nous avons ici, permettez-moi, vous m'excusez. Vous pouvez faire ça. Voilà. C'est... Vous m'excusez, en tout cas. Ces permis, nous appelons ça permis CEMAC. Oui, permis CEMAC. Mais ces permis ne sont pas CEMAC. Comment ça? C'est des permis informatisés. C'est juste un permis qui est informatisé. Ce n'est pas un permis CEMAC. Ce permis, vous allez avec au Cameroun, il n'est pas reconnu comme permis CEMAC. Ce permis, je l'ai là. Il n'est pas reconnu au Cameroun comme permis CEMAC. C'est un permis informatisé juste. Parce que c'est avec on a informatisé les données et tout, mais c'est un permis informatisé. Ce n'est pas un permis CEMAC. Allez avec au Cameroun, ils ne reconnaissent pas ce permis. Vous allez avec les vieux permis de l'époque. Quand vous sortez, ça au moins on vous fait passer sans problème. Mais celui-là, on vous complique. En quoi on appelle ça permis CEMAC? Ça veut dire que le réseau... Mais alors que ça devait normalement nous faciliter et nous permettre de rentrer dans la zone de libre-échange continental. C'est un permis congolais... Vous pouvez avoir votre véhicule et puis aller au Cameroun, au Tchad, sans problème. C'est le permis congolais informatisé. Ce n'est pas un permis fait pour la sous-région. C'est un permis congolais qui est un permis informatisé. Ce n'est pas le permis CEMAC. Et l'État est au courant de ça, c'est-à-dire que la société Lorsque nous dénonçons, madame la journaliste, c'est le fait de dénoncer toutes ces mauvaises pratiques-là. Lorsque nous les dénonçons, la DGTT pense que nous sommes en guerre avec eux. Et la DGTT aujourd'hui, il fait quoi? Diviser pour mieux régner. Ça veut dire que s'il y a des syndicats faciles, ou lorsque une action est menée, on dit venez prendre un peu d'argent, ces syndicats, vous les voyez, se déployer, parce que c'est des syndicats corrompus qui ne défendent pas la cause réelle des transporteurs. Madame, je ne le suis pas. En tout cas, personnellement, moi, je ne le suis pas. Je ne le suis pas. Monsieur Cyril Nzundu ne l'est pas. Selon vos propos, c'est toujours les organisations syndicales qui sont à la base de l'augmentation des prix de transport en commun. Madame la journaliste, le clientélisme. Et puis, même au niveau des relations avec la Direction générale des transports terrestres. Mais la Direction générale des transports terrestres, je vous donne les raisons. Nous avons dénoncé. Nous avons dénoncé. L'obligation d'entretenir des relations, des bonnes relations avec cette direction. C'est à la Direction générale de transports terrestres de revenir dans les normes. Dans les normes. En quoi faisons justement? Aujourd'hui, de comprendre que dans la clé de répartition, pour nous les transporteurs, nous nous battons pour que l'État ait l'argent. Pas pour que les individus s'enrichissent derrière l'État. Dans l'impression de la carte de transport. Nous payons 56 000. 56 000. L'État, combien? Le pourcentage de l'État revient combien? J'aurais pu vous emmener la clé de répartition ici, malheureusement. Et j'allais vous faire la lecture de tout ce que nous payons et le pourcentage qui revient à l'État et ce qui va chez les privés. Les privés, là, ce sont lesquels? Vous allez vérifier, c'est les enfants des ministres qui sont dans notre secteur. C'est les cadres de la DGTT qui sont impliqués dans ce business-là. Et nous disons que ça, on ne peut pas quand même permettre, même si on doit se laisser faire. Mais il y a des choses où on ne peut pas. Et aujourd'hui, l'État est incapable d'apporter les vraies solutions face à ces problèmes-là. Pourquoi? Parce que c'est les enfants d'eux et les parents d'eux. Avez-vous initié des démarches auprès du ministère des Transports? Nous avons dénoncé ce que je vous dis ici, devant Madame la ministre Bouka Babakas. Madame la ministre Boubacar Babakas a pris notre cahier de charge, l'a transmis au Premier ministre. Le Premier ministre a reçu. Aujourd'hui, si vous constatez les remous de notre côté, c'est parce que même le Premier ministre est incapable de taper sous la table pour que cette situation soit réglée. Nous sommes allés devant la commission économie et finances de l'Assemblée nationale. C'est une situation qui dépasse même, voilà. Mais puisque c'est les enfants d'eux, même au gouvernement. Puisque c'est les enfants d'eux, nous subissons parce que nous ne sommes pas les enfants d'eux. Ça veut dire que nous, quand on dit allez payer 100 000, nous on est obligés d'aller payer parce que nous ne sommes pas les enfants d'eux. Donc, pour réguler le secteur, et nous ne sommes pas les parents d'eux. La régulation du secteur de transport en commun, c'est vraiment une épine. C'est une grosse épine, en tout cas. Parce que si aujourd'hui, l'État ne se réveille pas, madame, c'est nous qui subissons et c'est nous qui souffrons. D'abord, je vais vous dire quelque chose de clair. Vous pouvez voir qui est transporteur au Congo.
je vais juste une base. La loi et les textes en vigueur dans notre pays reconnaissent comme transporteur celui qui a payé son véhicule, qui paye ses taxes et qui met son véhicule en circulation. Parce que tout le reste qui vient là, ce ne sont que des travailleurs. Mais lui qui a payé, c'est lui qui est transporteur, parce que c'est lui qui paye les taxes. Le propriétaire, le patron du véhicule. La confusion étant, aujourd'hui, nous avons les syndicats qui défendent les travailleurs, qui ne savent plus qu'est-ce qu'ils défendent, qui se retrouvent en même temps comme patrons, alors que les textes sont clairs. Les textes sont clairs. Vous êtes travailleur, vous êtes travailleur. Vous êtes patron, vous êtes patron. Mais la confusion qu'on a entraînée dans notre secteur... Non, en principe, il y a un syndicat habilité à défendre les intérêts des travailleurs. Vous avez les syndicats, les travailleurs. Et d'autres pour les employés. Vous avez les syndicats des travailleurs qui viennent à la télé pour vous parler. Nous avons obtenu telle taxe, telle taxe. La taxe a été obtenue pour qui? La taxe, c'est pour le patron. Mais vous qui travaillez, qui réunissez la recette, qui trouvez le carburant, qu'est-ce que vous avez gagné? Ça, on ne dit pas. Mais on vient glorifier les taxes alors qu'on n'a pas le droit de parler de ça parce que ça ne relève pas de votre ressort de compétence. Donc, et c'est cette cacophonie. Les employés de ce secteur sont lésés. Ils sont lésés, exactement. Très lésés. Mais moi, je vous parle là. Qu'est-ce qu'il faut faire pour assainir le secteur de transport en commun? D'abord, avec l'augmentation des prix de transport à tout bout de champ. Il nous faut d'abord aller sur une table de négociation. Oui. Avec le gouvernement. Comme régulateur oui. fait asseoir les organisations donc patronaux, fait asseoir les organisations des travailleurs. Ensemble pour dire, bon, comment on fait? Parce que nos problèmes, c'est pas avec l'État. L'État n'est pas notre employeur. Nous, c'est les particuliers qui sont nos employeurs. Si on peut toucher un peu l'État, c'est dans le cadre de la STPU. Mais pour le reste, nous travaillons avec les particuliers. Et au lieu qu'on aille dans un désordre, l'État serait capable de dire, bon, on s'assoit autour d'une table. Voilà, vous êtes là les patrons, voilà vos travailleurs, ils se plaignent pour telle cause. Qu'est-ce qu'on peut trouver comme juste milieu pour trouver une solution définitive? C'est tout ce que nous demandons à l'État. Donc vous plaidez pour la relance des négociations avec le gouvernement? C'est ce que nous avons toujours sollicité, Madame la journaliste. Notre cahier de charge en tant que travailleur a été le même devant le gouvernement jusqu'à ce jour. Il n'a jamais changé. La suppression de certaines tâches ne vous arrange pas? Ça ne nous arrange pas nous en tant que travailleurs. Ça arrange le patron. Le patron. Parce que le patron, il ne paye plus les taxes, mais tu lui ramènes la même recette, tu te bats pour remettre le carburant le plein, pendant que toi tu souffres, lui, de l'autre côté, on a allégé les taxes, ça n'arrange que le patron, mais ça n'arrange pas le travailleur. Dans ce contexte, qu'est-ce qu'il faut faire pour que aujourd'hui qu'il y ait l'équilibre dans ce secteur, qu'on puisse vraiment assainir, essayer un peu de mettre sur la table tous les problèmes qui minent ce secteur et trouver des solutions adaptées qui arrangeraient soit l'employeur et l'employé. L'État doit, par l'intermédiaire du ministre de l'Intérieur, oui, convoquer le maire de la ville de Brazzaville pour demander au maire de reprendre la gestion des aires de stationnement parce que ça relève du domaine public de l'État et de suspendre tout le désordre qui existe. Une fois que la mairie rentre en possession de ses droits, et la mairie est capable de réguler, tous ces phénomènes vont finir. Parce que ces gens-là qui sont placés... Le phénomène de morcellement de... Exactement, ces gens qui sont placés là... De trajet, communément appelé demi-terrain. Voilà, patrons et travailleurs. Oui. Les mettre sur une même table pour qu'ils discutent et qu'ils trouvent intérêt d'entendre comment ils vont faire. Je sais que du côté de nous, qui sommes les travailleurs, on a demandé la révision de notre pourcentage à 30%. Parce qu'aujourd'hui, nous supportons le prix du carburant. Quand tu sors de là, parfois, tu es en difficulté. Mais nous sommes obligés de demander une rallonge de 5% pour nous permettre les 30%. Nous allons nous battre pour gérer le carburant à notre manière. Ça, c'est de un, donc, une table ronde entre employés et employeurs, dirigée par l'État, et les conclusions sont supervisées par l'État pour que ça soit mis en pratique. Et en ce moment, on aura déjà trouvé des grandes solutions face à ces problèmes. Deux, la mairie de Brazzaville aussi doit revoir... Pas seulement la mairie de Brazzaville, même à Pointe-Noire. En fait, je fais allusion aux deux. Mais ce qui sera fait à Brazzaville, le reste des départements, ils vont suivre. Voilà. Vont emboîter le pas. La mairie de Brazzaville doit revoir les itinéraires. Les itinéraires, oui. Réorganiser et revoir les itinéraires. Une fois que les premières conditions là sont réglées, si la mairie revoit les itinéraires, le problème est déjà balayé. Ça, on ne viendra plus discuter sur ça parce que chacun va respecter, puisque là, chacun trouve son compte. Et pour le reste des revendications, je suis mal placé pour parler des revendications patronales. La solution d'action, c'est de mise seulement aux employés. Aux employés.
les travailleurs qui sont en train de souffrir actuellement. Moi, je me limite là. Vous aurez peut-être à la langue M. Patrick Milandou qui viendra vous parler aussi des difficultés qui concernent les employeurs. Mais nous disons que la plus grande difficulté aujourd'hui est la nôtre. Le patron est assis, il ne paye pas les taxes, mais c'est nous qui nous battons. Il y a un arrêté ou un décret qui a fixé le prix de transport, par le bus à 150 et puis le taxi à 750. Madame, nous sommes là en 94. 94. Donc il faut l'adapter par rapport au contexte actuel. Nous sommes en 94. Il faut revoir par rapport au contexte actuel parce que les villes se sont élargies. Élargies, tout à fait. Il faut tenir compte de Hier, on quittait, on s'arrêtait à Mikalou, mais aujourd'hui, il faut aller plus loin. Mais Pointe-Noire, on n'arrivait même pas à Mongonkamba. On s'arrêtait à un peu plus bas, comment ils appellent ça? Les Tistères, là, c'était des villages. Mais aujourd'hui, c'est devenu la ville. Mais on n'arrivait pas là-bas. Nous, on s'arrêtait au rond-point, comment ils appellent ça? Vers Dénissia, quelque part, Vanvan, un peu plus bas là. Vanvan. On s'arrêtait là. Mongonkamba, s'il fallait monter, on savait que ce n'était qu'en 94. Les gens ne partaient qu'au cimetière enterrer les gens. Mais aujourd'hui, Mongonkamba est devenu un grand quartier. Nous quittons Mongonkamba, nous sommes en Vindoulou. Vindoulou, nous sommes à Mengo au péage. Mengo, oui, oui. Tout ça, c'est même au-delà de Mengo, les gens vivent maintenant. Hier, c'était pas. Quand on partait à 150, c'était ces distances-là. Mais ce n'était pas les mêmes aujourd'hui. Il faut revoir le plan de transport. Il faut revoir les lignes pour que nous puissions être en accord avec les autorités. OK. C'est par ces mots du deuxième vice-président de l'intersyndicale des transporteurs en commun, Cyril Ndoum, que nous mettons fin à notre échange de ce soir. Merci et à la prochaine occasion.